Après plus de 6 longues années à dormir dans les rues de nos différentes régions telles que le littoral, le centre ou alors l'extrême nord, notre invité de ce soir a décidé de changer. Aujourd'hui, il est un homme d'affaires qui a su se démarquer de la concurrence. Alors, pour savoir de qui est-ce qu'il s'agit ou alors de savoir quelles ont été les étapes de ce changement, vous faites bien d'être en direct sur Carrefour Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Ce soir ou jamais je change. Merci à vous, Monsieur Mohamed, d'avoir accepté à cette invitation. J'espère que vous portez bien. Je me porte bien, grâce à Dieu, ça va. D'accord. Alors, chers téléspectateurs et auditeurs du Carrefour Média, cette émission est départagée en 3 parties. Donc, la première partie, on parlera du passé de notre invité, c'est-à-dire la rue. Vous le savez bien que notre invité a vécu un peu de temps dans la rue. Alors, ici, nous allons essayer de comprendre quelles ont été les raisons pour qu'il se retrouve dans la rue. Alors, la seconde partie sera le déclic, c'est les raisons qui l'ont poussé à se ressaisir, revenir à la normale. Pourquoi? Parce qu'on dit, quand on est dans la rue, on apprend beaucoup de choses. Alors ici, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a poussé notre invité à quitter la rue. Et enfin, la troisième partie, là, on va parler de la vie actuelle, le futur aussi. Et là, on va essayer de comprendre comment est-ce que notre invité s'est construit, alors se construit. Monsieur Mohamed. Oui, monsieur Cédric. Alors, quels ont été les motifs qui vous ont poussé à quitter la maison? Déjà, je vais les résumer en 3. Il y a la puberté qui est le premier facteur. Il y a aussi la naïveté et aussi le besoin de liberté. Parce que généralement, on oublie, tout être humain a une raison, peu importe l'âge qu'il a. Donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'un garçon est émancipé et qu'il atteint l'âge de la raison et qu'il n'est pas recadré, qu'il n'est pas suivi, généralement, il va se dire « j'ai besoin de ma liberté ». Exactement. Parce que quand il dit qu'il a besoin de sa liberté, ce n'est pas seulement qu'il connaît ce qu'il dit, non. C'est juste que cet instinct humain de vouloir être libre, qui est l'un des premiers droits humains, dont la liberté, c'est ça qui pousse généralement un enfant, un jeune comme moi, à cette époque-là de sortir, il dit bon, moi je ne veux plus rester à la maison, papa ne me comprend pas, et quand je rentre tard, on me gronde. Il y aura autant de facteurs qui vont venir intervenir. Mais j'étais têtu. Il faudrait qu'on le dise aussi, parce que tu ne vas pas dire tu sors de chez vous juste parce que tu étais naïf, juste parce que tu voulais la liberté. Mais il y a aussi un grand facteur, c'est la têtutesse. Et la têtutesse qui est alliée généralement à la puberté. Parce que c'est la puberté qui pousse généralement à poser beaucoup d'actes sans réellement avoir conscience de ce que tu es en train de faire. Donc, premièrement, pour la première question, je peux dire, c'était la puberté, le besoin de liberté, la naïveté et surtout la têtutesse. Parce qu'il faut que je sois vrai. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on change, on va se dire non, on va mentir. Non, non, non. J'étais têtu. Et c'est même déjà l'un de mes atouts jusqu'à aujourd'hui, parce que quand je dis je vais faire quelque chose, je suis tellement têtu à faire la chose jusqu'au point où, tant que je ne le fais pas, la chose là, en question, tant que je ne la fais pas, je ne peux pas m'arrêter. Sans faire ça. Aussi. Et pendant combien de temps avez-vous vécu dans la rue? Dans la rue, je vais dire pendant combien de temps? La rue, elle est partout, tu ne la quittes pas. Vous voyez, la rue, tu peux faire un saut, elle te forme, et après tu reviens dans la vie active, la vie normale, la vie familiale, mais elle ne te quittera pas. Donc déjà, je vais dire, je suis et je représente toujours cette image de la rue. Le jeune gars qui a eu l'audace de sortir de chez lui avant de revenir. Dans la rue, je ne peux pas dire que j'ai eu un temps précis, mais je peux dire le temps que j'ai mis dehors, loin de ma famille. Là, maintenant, je peux regarder cela comme ça. Le temps que j'ai mis dehors, loin de ma famille, je peux dire ça a pris plus de 5 à 7 ans. D'accord. Et pendant cette période-là, comment est-ce que vous viviez? Est-ce que le froid vous tabassait, comme on dit au quartier? Parce que tu sais, dans la vie, quand on est dans la rue, on n'a forcément pas d'abri. Donc, on dort peut-être, je ne sais pas, tu vas peut-être nous expliquer ça, comment est-ce que c'est? Déjà, la rue, quand on dit la rue, la vraie, il faudrait qu'on la scinde. Parce qu'il y a la rue des voyous, tu vois. La rue d'où quand on arrive, on part pour être un bandit. Donc une rue choisie que non, c'est le vol. Maintenant, il y a la rue de celui qui veut se battre. La rue de celui qui veut chercher de lui-même, malgré qu'il est naïf,
têtu et aussi dans l'état de puberté, il y a ce type de rue-là, tu voyais. La rue, ce n'est pas seulement ce que les gens ont fait d'elle, l'image que les gens ont eu d'elle. Je vais prendre un exemple. Un gars qui vend à la sauvette à Mokolo, un gars qui fait le porteur, un gars qui fait peut-être le pouce, il est dans la rue. Oui, c'est la rue. Mais il a un domicile d'où il rentre chaque fois, vous voyez. Mais au contraire, donc, un jeune de la rue comme moi, quand j'étais dans la rue, la première des choses qui était marquante, c'était que dans la rue, il n'y a pas de règles. La rue, il n'y a pas de loi. La rue, il n'y a pas tu fais ça, non, il n'y a pas ça là-bas. La rue, ce que tu as, dont le terrain impose la manœuvre, comme on dit souvent dans l'armée, le terrain, il t'impose la manœuvre. Donc tu vas vivre en fonction de la façon dont tu vas trouver. Genre, je prends un exemple, il y avait les jours quand je dormais à Bafoussam, au marché A, plusieurs le connaissent. J'étais sur les cartons, ou soit je partais dormir dans les garages. Et tu ne vas pas entrer dans une voiture insalubre, dormir à l'intérieur sans t'attendre aux moustiques, au froid. Et généralement, le plus difficile, c'était même pas le froid. Le plus difficile, c'était manger. Manger, oui. Parce que si tu peux au moins se dormir, tu sais, le sommeil n'a pas honte. C'est comme un fou. Donc, quand tu dors seulement. Exactement. Mais le problème réellement, le vrai danger que moi, j'ai eu à voir dans la rue, il y avait déjà beaucoup de risques de maladies parce que tu es exposé à tout. Exactement, à tout. Deuxièmement, il y avait manger qui était un combat. Et c'est généralement à cause de manger là que la plupart des jeunes rentrent dans le mauvais côté de la rue. Parce que s'il n'a pas eu le goût de l'effort dès le bas âge, si chez lui on ne lui a pas appris que non, il faut ça, lorsqu'il va atteindre la puberté, lorsqu'il aura cette idée de sortir de chez eux, généralement ce qui se passe c'est que quoi? Il va aller vite vers la facilité. Et la facilité, tu la trouves aussi facilement que tu le veux dans la rue. Oui. Mais le problème, c'est que ces conséquences, généralement, ont un impact très longtemps. Surtout de la drogue et tout ça. Bon, il y a des conséquences, il y a beaucoup de choses. Donc la rue, c'est pas le bonbon. Et pendant cette période-là, que vous avez vécu dans la rue, vous avez dit que vous avez vécu pendant pratiquement 7 ans. Et pendant toute cette période-là, est-ce que vous avez reçu du soutien venant peut-être de votre famille ou alors des personnes que vous avez eu à rencontrer dans la rue? Dans les premiers temps, quand tu es dans la rue, monsieur Cédric, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de famille. Ça n'existe pas là-bas. La rue, c'est toi. La rue, c'est avoir l'audace. Dès lors que tu prends déjà une initiative pareille, je sors de chez moi, je suis en quête de liberté, attends-toi réellement à être dans un monde de loups. Parce que tu es exposé à tout. À tout. Et peu sont les Camerounais et les gens qui peuvent te voir dans la rue et avoir une pensée positive à ton sujet. Je vais prendre un exemple. Tu es sale, tu es délabré, tu es noir avec de l'huile de moteur et tout ça parce que tu cherches les ferrailles. Quand quelqu'un va te voir, la première impression qu'il y a dans sa tête, c'est que c'est un bandit. Même si c'est pas ça, même si toi tu n'es pas ce genre, vu que tu es dans la rue, vu que c'est là ton milieu, ton environnement, c'est ton environnement qui fera en sorte que l'on sache comment est-ce qu'on peut t'aborder. Donc, de mon côté, dans la rue, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas dire que j'étais dans la rue du genre, on me refusait, non, c'est que je mens. Il y a eu beaucoup de gens dans ma vie. Et j'ai eu cette chance, je ne vais pas dire c'est moi qui l'ai choisi, parce que c'est une grâce que Dieu fait. J'ai eu cette grâce d'avoir autour de moi pendant que j'étais dans la rue, je m'entourais de gens vraiment abordables. C'est-à-dire quoi? Je prenais juste le meilleur des gens. Je ne partais pas pour savoir ce que tu fais de mauvais, si toi tu vends, si tu fumes, si tu fais quoi. Moi, ce n'était pas ça mon problème. Le but pour moi, j'ai toujours eu le business dans la tête, c'était quoi? Tant qu'on sort gagnant-gagnant dans notre partenariat, ça me va. Je prends un exemple. Toi, tu es un grand frère. Tu m'as vu, peut-être tu as une boutique à l'avenue Kennedy. Tu me dis, mon petit, si tu balais là chaque matin, tu as 5 000. Pendant peut-être une semaine. Bon, tu vois, dès lors que toi tu me dis ça, je m'en fous de savoir si ce n'est pas ta boutique ou c'est ta boutique. L'autre là, ça ne me concerne plus. Mon petit, si tu vends tel nombre de bouteilles d'eau, tu as telle somme. Je ne veux pas savoir. Tant que je fais ce que tu m'as dit, je m'attends à une rémunération. Ce qui faisait en sorte que plus il y avait ces gens qui pouvaient me proposer faire X, faire Y, parce qu'ils voyaient en moi une personne travailleuse. Ce n'était pas genre, je suis seulement arrivé, on a commencé à me dire, on ne te fait pas confiance dans la rue. Il peut te dire, garde ma boutique, après tu effaces tout, tu pars. Tu es de la rue, il ne va plus jamais savoir quelle direction tu as pris. Mais quand ils voient en toi quelqu'un qui sait ce qu'il veut, malgré qu'il est dans la rue, ils vont essayer de te recadrer, ils vont essayer de te reparler, voir. Dans la rue, j'ai rencontré les hommes en tenue, j'ai rencontré les mères de famille, les chefs de famille, les chefs d'entreprise, j'ai rencontré plusieurs types de personnes en fonction des lieux que je fréquentais. Parce que étant dans la rue, je vais prendre un exemple ici à quoi. J'étais là au niveau d'où on fait les échanges de billets. Il y avait les grands frères qui faisaient dans la monnaie. Que lorsque je voyais, ils disaient, mais grand,
Il n'y a même rien qu'il peut faire là pour manger. Des fois, il te donne même à manger, il n'a pas besoin que tu fasses quelque chose. Parce qu'il sait que non, si tu demandes, ça veut dire que déjà tu as une volonté de travailler. Donc, il peut te faire manger. Et après, là, le soir, c'est le soir que tu vois comment tu peux te débrouiller. Le reste, là, ça ne les concerne pas. Il n'y a pas que viens chez moi. Et je ne vais pas mentir. Il y a eu les familles qui ont été gentilles avec moi. Vous voyez, que je ne peux jamais oublier. À Banga, dans la ville de Mbanga, quand je dormais à la gare, il y a une famille qui m'a totalement recueilli. Elle ne me connaissait ni Nada ni Dev, juste que j'étais Bamoun. J'étais de l'Ouest. Donc, quand ils m'ont pris, ils se sont occupés de moi, mais ce n'était pas déjà occupation, non, c'était que j'avais un toit, je pouvais manger, j'avais des gens avec qui parler, il y avait des gens qui pouvaient me conseiller. Mais lorsqu'il s'agissait de moyens financiers, parce que c'était ça qui m'a envoyé dehors. Exactement. Moi, je partais travailler, il y a même une boulangerie, excusez de faire la pub, c'est la boulangerie de Beauce, en Banga, juste derrière le comité de la gendarmerie. Il y a une route là qui sort là. Donc, je peux dire, c'est les rencontres que j'ai eues dans mon passé, je peux dire la plupart m'ont rattrapé ici. Donc c'est à partir d'elle que je deviens la personne que je suis en train de vouloir devenir. Ok. Et vous avez fait comprendre que vous avez eu à faire plusieurs régions de ce magnifique pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça se passait du côté du Nord? Ah, du côté du Nord, exactement. Bon, je vais prendre l'exemple sur l'extrême Nord. Donc, déjà, il y a une particularité avec ces lieux, quand tu marches beaucoup, c'est que tu vas découvrir que tout le monde n'est pas les mêmes, tout le monde ne voit pas le monde pareil. Et c'est ça qui fait en sorte que ton cerveau commence à s'ouvrir. Tu accumules un certain nombre de connaissances qui te permet de savoir réellement comment il faut vivre en société. Parce que je ne vais pas vous mentir, la façon dont un jeune vit à Douala et la façon dont un jeune vit au Nord, c'est deux mondes différents. Exactement. Je prends un exemple. Je suis un gars qui a fait la rue ici. La façon dont on fait la rue au Nord, ce n'est pas la même chose. Et faites très attention, au Nord, ça n'arrive pas. Première chose, il y a d'abord le climat. Je vais prendre l'exemple sur l'extrême nord Marois. J'y étais à, je peux dire, Moura. Prenons l'exemple sur Moura. À Moura a quelque chose de particulier que je salue tous les gens que je connais de ce côté aussi. Moura a quelque chose de particulier. Lorsque tu t'attends pas à ce qu'à tout moment là, il peut pleuvoir. Tu t'attends pas à ce que le soleil peut quitter de peut-être 30 degrés là. Ça monte même à 50, ça avoisine, ça part même plus au-delà. Et quand la chaleur, toi tu sors du sud, tu es sudiste parce qu'ils appellent la plupart des gens qui viennent du bas du Cameroun la sudiste. Quand tu viens du sud et que tu es sudiste, tu dois t'adapter à la température et c'est pas le bonbon. C'est pas en un jour, tu peux faire jusqu'à 2 mois, tu es incapable de t'adapter à cette température parce que c'est changeant. En journée, il fait terriblement chaud. Tu peux penser que le cerveau va quitter le soir. Le froid, des fois, tu te dis que mais je suis seulement parti à l'étranger ou bien je suis tout ici. C'est comme ça que ça s'est passé dans ces endroits. Donc, ce qui faisait en sorte que j'ai compris, la rue que vous voyez là, elle enseigne énormément et elle te permet de comprendre que le monde n'est pas juste ton pour-tout. Parce que tu vois un enfant qui n'a pas voyagé, un gars qui n'a pas vu le dehors, il va se caler sur ce qu'il connaît, sa culture. Là-bas, j'ai vécu, il y a des nourritures que je ne mangeais pas, je ne connaissais pas. Au Nord, j'ai appris à manger, je n'avais pas le choix. J'ai vu la chèvre bouter le carton. Je me suis posé la question, mais est-ce que c'est réel? J'ai vu une chèvre manger le plastique. Je parle de manger. Quand l'eau sèche là-bas, c'est total. Et c'est ça qui faisait tout cet aspect dans la tête d'un jeune comme moi. C'est comme s'il était pour Cameroun. Et j'avais toute cette envie de voir encore plus devant. Devant, il y a encore quoi. C'est comme ça que je prends Pousseri, Tchad, Djamena et je marche énormément. Donc, moi, je vais dire l'impact de chaque lieu. J'ai fait 9 régions du Cameroun. Et à l'exception du Sud, qui est un choix. Mais je ne vais pas vous mentir, lorsque vous entreprenez et que vous allez sortir dans la rue là, et je parle ça pour la plupart des jeunes, c'est que tout ça, ça va vous servir à rien. Vous allez perdre énormément de temps, mais ce qu'elle va vous donner, ça ne sera pas à la hauteur de ce que vous aurez perdu. Parce que le temps, je ne vais pas vous mentir, c'est la seule ressource qui ne se renouvelle pas. Le temps. Une fois qu'elle est passée, peu importe ce que tu diras d'elle, peu importe ce que tu raconteras que j'avais fait, c'est pour toi là-bas. On veut savoir à quoi tu sais, quelle est ta valeur actuellement, qu'est-ce que tu donnes comme résultat, quel peut être ton impact dans cette société. Parce qu'on ne récompense pas celui qui a une belle histoire. On récompense celui qui se bat pour ce qu'il veut. Tant que tu n'es pas dans l'optique de construire quelque chose, mieux ne pas dans la rue, laisse l'affaire là. Tu n'auras pas de direction. D'accord. Et moi, c'était une chance. J'avais un but dans la tête, c'était l'argent. Je suis sorti dans la rue, c'était pas pour faire le boy, le têtu, non.
C'était l'argent qui m'a toujours incité. C'était de ramener un peu de soi à la maison. Toujours, pour que non, tu sais, le besoin d'identité là, c'est un truc, quand tu vas aller dehors, c'est que, bon, Seigneur, ma mère ne m'aime pas parce qu'elle n'a pas l'argent. Mon père n'est pas d'accord parce que, bon, peut-être ça dans ta tête, tu es naïf, tu es à l'âge de la puberté, tu vois comment on se comporte avec tes grands frères, mais tu ne comprends pas que le parent, lui, il est en train de dessiner quelque chose. Il aimerait que tu suives une route. Il n'est pas fou. Il connaît à quoi tu vas t'attendre demain. Il est passé par là. Donc, il connaît que d'où je te dirige là. C'est ça qui va t'aider. Mais comme toi, dans ta tête, c'est que non, il ne t'aime pas. Peut-être on ne te donne pas l'argent de baigner chez le voisin, on donne. Tu dis, merde. Le petit là part avec 500. Il fait peut-être 3e. Moi, je suis en terminale. Je sais comment. Mais c'est ça qui commence donc à être les éléments déclencheurs. Je vais un peu dire, il y a ces petits détails. Il y a la télé qui éduque. Il y a les parents qui ont pris pour habitude, n'est-ce pas, de remettre et de confier l'éducation à la télé. Et c'est une très grave erreur. Parce que l'enfant, lui, ce qu'il voit, ça l'impacte. Oui, Je vais vous dire, il y a 5 sens de perception, mais il y a un 6e qui est très fort, qu'on dit le 6e sens. Et généralement, notre subconscient qui est aux commandes de tout ça. L'enfant a l'habitude de voir peut-être comment on se comporte à l'étranger, comment peut-être d'autres vivent. Le père, quand il rentre de soi, il s'assoit, il cause en famille avec les gens et tout ça. Mais il ne voit pas ça à la maison. Il se dit, mais attends, je suis tout dans le monde ici, là où les gens vivent. Mais voilà ça qui me montre à la télé, pourquoi je n'ai pas? Est-ce que tu comprends? Après, il commence à dire, si je n'ai pas ça, pourquoi est-ce que je n'ai pas? Il va se poser la question, peut-être on ne m'aime pas trop, je vois comment il parle avec mon grand frère, il ne me parle pas. Et le jour où il fait une erreur, voilà d'où tout commence. Le jour où il va faire une erreur, où il se dit que c'est une erreur minime, parce qu'il ne comprend pas l'impact de chaque chose qu'il pose comme acte, il est à l'état pubère. Donc le jour qu'il va peut-être voler un 5000, ou il soutient un 500, qui vole un 9 va voler un 2. Le parent comprend ça, mais le jeune lui ne comprend pas. Quand on va le taper, il va dire, ah, je savais qu'il ne m'aime pas. Déjà, pour lui, dans sa tête, le jeune, c'est que, voilà déjà une raison. Ces gens-là ne m'aiment pas. Mieux je pars. Est-ce que tu vois? Et comme il dit mieux je pars, c'est déjà à ce moment que vous l'avez perdu. Vous avez commencé à le perdre dès lors où vous avez confié son éducation à une autre personne que vous. Et ce qui pousse la plupart dans la rue, c'est papa n'était pas là, maman, il y avait peut-être le voisin qui vivait bien avec ses enfants, il y a manque de ceci, voilà l'autre avec le vélo. Parce que tous ces trucs ainsi. Et la rue, être dans la rue a plus de 1000 raisons. Je ne parle que de la mienne, parce qu'il y a ceux qui sont dans la rue parce que peut-être un viol, il y a ceux qui sont dans la rue parce qu'ils ont vécu peut-être un truc traumatisant, il y a ceux qui sont dans la rue peut-être par manque de compréhension de tuteur ou de peut-être la famille où il est, il y a ceux qui sont dans la rue, maman est morte. Moi je suis orphelin, si ma mère était morte avant qu'elle n'aille dans la rue, c'est que je suis fini, c'est que peut-être je suis même pas aujourd'hui ici. Sincèrement, parce que quand ta mère part, tu perds toutes les directions possibles. Papa, il doit se charger de te nourrir, t'envoyer à l'école, faire tout ça. Il a sa passe, il a son éducation qu'il va te donner. Maintenant, maman serait celle qui va te recadrer toute ta vie. C'est elle qui va te dire que voilà la vision de papa, épouse-la. Voilà d'où papa veut que tu arrives. Voilà ce que papa voit pour toi. Toi, tu es l'enfant. Tu n'as pas l'impression qu'on est en train de te diriger dans un sens qui est bénéfique pour toi. Tu as juste cette impression que tu es sous commandement. Parce que tu as besoin d'une certaine forme de liberté. Et cette liberté, tu oublies que tu grandis, tu oublies que le temps passe. Tôt ou tard, tu vas arriver à cet âge-là, tu vas arriver à ce niveau où, même si on laisse même la porte, on dit sors, tu ne vas pas sortir. Aujourd'hui, si je vois les jours, même si tu me dis que viens quelque part, je suis libre comme le vent et préfère dormir. Parce que je suis fatigué. Donc, tant que les jeunes n'ont pas compris ce petit mouvement entre ça ici, c'est ça qui généralement les pousse dans la rue. Moi, je vais tout répéter ça. Toujours prendre l'exemple sur soi-même. Alors, dans la rue, vous avez rencontré plein de personnes qui vous ont soutenu, comme vous avez si bien dit. Vous avez rencontré des bonnes personnes et aussi des mauvaises. Mais vous avez eu le choix. Et j'espère que vous avez eu à faire le bon. Sinon, je serais raison pour laquelle on va prendre ce témoignage de ces personnes-là qui ont accepté de se prêter à notre micro. Bon, ce que moi je peux dire de mon petit parfait, c'est que certes, il a fait la rue et il a appris dans la rue et je n'étais pas d'accord dans le fait qu'il décide de sortir, prendre la rue. Tu sais, dans la vie, un homme, quand il fait ses choix, il faut parfois le laisser faire ses choix et affronter
ses réalités. Après avoir affronté ses réalités, il comprendra ses erreurs et il reviendra sur le chemin qui lui est destiné. Tout ce que je peux dire de lui, c'est que ce qu'il était avant et ce qu'il est maintenant est un peu beaucoup plus amélioré. Mais j'espère qu'il va encore devenir meilleur que ce que je vois actuellement. Car il a encore beaucoup de choses à faire, il a encore d'énormes choses à faire, il est encore en train de grandir, il est encore en train d'apprendre. Donc j'espère qu'il apprendra encore mieux et qu'il pourra faire mieux. Et je lui souhaite une très bonne carrière et une très bonne expérience. Qu'il continue à travailler dur, qu'il continue aussi à se remettre en soi pour pouvoir sortir la plus belle personne qu'il est. Comme son nom le dit, parfait. Il a beaucoup à faire, il a du chemin à faire. Merci. De retour sur ce plateau, nous allons continuer avec la deuxième partie. Ici, on parlera du déclic, du changement. Ici, comme je vous ai dit au début de cette émission, on va essayer de comprendre. Alors, notre invité va nous dire quelles ont été les raisons pour lesquelles il a décidé de quitter la rue après avoir été pendant pratiquement 7 années. Alors, toujours avec nous, monsieur Mohamed, on va poursuivre avec l'émission. Ok. Alors, quelles ont été les raisons? Qu'est-ce qui a déclenché en vous cette envie de quitter la rue? Premièrement, il y a ma famille. Donc déjà, il faudrait que je le dise, je viens d'une famille qui assume beaucoup l'éducation. Niveau école, on peut tout te refuser chez nous. On peut même te refuser ce que tu penses. Mais si c'est l'éducation, jusqu'à l'âge où je suis là actuellement, si je me lève, je dis je veux rentrer à l'école, on va payer. Si je pars et je vois mon père, je dis pas, je veux partir à l'école, même si je peux payer, il va le faire. Déjà, c'est la première raison, c'était ma famille. Maintenant, étant dans la rue, généralement, vous allez traverser des périodes, des situations qui ne s'expliquent pas. Que même avec la bouche, même si tu racontes à quelqu'un, il va se dire qu'il te comprend, mais il n'a pas encore saisi la chose. Ce que je vais expliquer un peu, la plupart des jeunes vont se reconnaître dedans. C'est un peu lorsque tu as déjà eu quelque chose que tu recherchais ardemment. Tu l'as eu pendant un certain nombre de temps jusqu'au point où tu te sens rassasié. C'est un peu comme quelqu'un qui entre dans ce restaurant, il dit je veux manger. On demande tu veux manger quoi? Il dit je veux du poulet. On dit ok, vous voulez combien de poulets, un quart ou tout ça? Il dit qu'il veut 2 poulets. Du coup, on dit wow, on a trouvé un bon client. C'est ce que la rue dit quand tu viens. Quand tu dis à la rue je t'embrasse, je te veux, il dit oh, mais enfin, un petit qui veut vraiment connaître les choses, viens. On va t'accueillir, c'est beau, n'est-ce pas? Au début, quand tu manges cette liberté, tu es fier. C'est comme tu dégustes au poulet. C'est bon, ça ne fait que descendre, c'est bon. Ça ne fait qu'entrer, mais tu as pris goût, c'est facile, tu vois. Facile. Mais à un niveau, ton ventre ne va pas supporter 2 poulets du coup. Tu commences à étouffer, ça monte. Tu sens que, mais attends, vrai, je pouvais finir 2 poulets. Pourquoi au départ, il n'est même pas dit au cas? Tu es maintenant gêné. Tu n'es pas gêné parce que tu mangeais du poulet, non. Tu es gêné parce que tu avais les gros yeux. Tu es gêné parce que tu voulais ce que tu n'avais pas encore la capacité d'assumer. Tu n'avais pas un estomac à ce niveau. Je vais expliquer maintenant ça en termes clairs. Ça veut dire quoi? Je suis jeune. J'ai peut-être 15, 16, 17 ans dans la rue. J'ai déjà fait peut-être 2 ans ou 3 ans. Étant dans la rue, je constate que je dors à l'heure que je veux. Je pars où je veux. Je mange où je peux, pas où je veux, où je peux. D'accord. Voilà. Et maintenant, je constate que personne ne me demande rien. On ne me dit plus le matin lave le sol. On ne dit plus va puiser l'eau. Je suis libre. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça que je recherchais. Je l'ai eu. Maintenant, le problème est que je vais la voir tellement constamment. On dit que tout excès nuit. Exactement, tout excès. À un niveau, tu commences à dire que mais voir mes amis, tu es tout dans la même ville avec tes amis, tes copains, tout. C'est pas que tu es parti quelque part. Quand tu es en train de passer, tu vois peut-être ton camarade de classe. Il est en train de passer peut-être dans la voiture. Tu dis, lui là, il fréquente encore. Et ce que tu vois. Après la sortie des cours, tu as vu lui fréquenter. Tu pars pour l'approcher. C'est lorsque tu l'approches que tu comprends réellement ce que c'est que la rue. Quand tu vas l'approcher, première des choses, il a peur. Tu es délabré, tu as les cheveux, tu as les lèvres toutes noires, tu es mince debout. Il ne comprend même pas. C'est le même gars avec qui j'ai fréquenté. Tu vois, déjà, ton aspect physique ne donne pas envie aux gens que
que tu connaissais autrefois, juste parce que tu es dans la rue, tu commences à dire que le besoin d'appartenance, parce que tu es dans la rue, parce que tu avais besoin de validation. Tu voulais qu'on te valide dans la famille, c'est pour ça que tu es sorti. Maintenant, tu restes dans la rue, tu comprends, la rue n'est pas facile, les choses sont dures, tu ne manges pas bien, tu n'as pas un suivi, tu n'es pas propre. Tu vois, maintenant, tu veux rentrer. Tu veux maintenant côtoyer les mêmes gens que tu côtoyais avant. Parce que ces mêmes amis restaient. Ouais. C'est ta vie. Ce n'est pas comme si peut-être tu vas créer une nouvelle vie quand tu es dans la rue. C'est faux. La même vie que tu vis chaque matin, comme tu te réveilles, ainsi de suite. Juste que tu n'as pas de direction. Tu n'es pas guidé. Tu es comme un avion sans pilote. Ça va cracher à tout moment. Peu importe ce qu'on va dire, à tout moment, il y a crash. Donc, ce qui fait en sorte que, vu que l'envie était excessive, tu as tellement eu ça à la rue, tu en as donné ça à bloc, cadeau. Maintenant, tu n'en veux plus. Il y a ton ami qui te fuit, ton ami d'enfance avec qui tu as grandi au quartier. Un peu comme à Mabanda, j'ai fréquenté à Saint-Louis 1 de Bonabéry. Quand je voyais maintenant mes camarades, venir même vers eux, ça me faisait un genre parce que je sais que je suis méconnaissable. C'est pas quelqu'un qui me dit je dors ou je dors peut-être en bas d'une voiture. Gars, je sens, je pue la sueur, je ne me suis pas lavé peut-être il y a 3 jours. Donc, moi personnellement, il n'y a pas ce problème. Le problème, c'est lorsque je suis face aux gens que je considère. C'est là que tout commence. Après, maintenant, quand ça a commencé à faire ça, j'étais trop gêné. J'ai dit, mais attends, si mes amis, eux, ils sont restés chez eux, malgré que peut-être tel, je sais que tel était plus têtu que moi, voilà. Normalement, quand on était encore chez nous. Mais lui n'est pas dans la rue, mais il continue de rester chez eux. Ça veut dire qu'il supporte. Et je connais comment on t'appelle mon ami là. Ce n'est pas comme si il va appeler son nom, mais ça va faire bon, ok, il va appeler son nom Sangou. Quand vous voulez taper Sangou, il fallait seulement que tout ma bande se réunit, on demandait que merde. Le petit frère là, parce que son père connaissait les esprits d'un tel lieu. J'ai grandi à Mabanda avant de venir à Makia, New Bed, tout ça. Donc déjà, l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'était pour les lions et les loups. Si tu n'es pas un gars qui montre les dents là-bas, on te mange. Il n'y avait pas de pitié. Donc imagine-toi que quand le parent de Sangou comprenait que Sangou est dehors à 23h, quand il trouvait Sangou, donc il fallait que le quartier vienne à 2h du matin, dit au père que papa laisse le matin, tu vas taper. C'est bon comme ça. Donc il a commencé à 23h, à le massacrer jusqu'à 2h. Quand je vois Sangou, après Sangou, il est bien habillé, Sangou me dit qu'il peut au travail. Il dit que mais Sangou, attends un peu, tu pars où? Il dit au travail. Il dit que tu as fini l'école. Il dit que mais gars, moi j'ai fini avec le bac depuis, mon père m'a trouvé un stage là, un stage au port et tout ça. Je dis que mais attends, Sangou, on était ensemble, non? Tu commences à comprendre que Sangou est resté chez eux. Sangou est en train de réussir. Sangou est en train de devenir quelqu'un parce qu'il est resté sous la direction de quelqu'un. Deuxième point, je parle maintenant de l'entourage, d'abord parler de l'environnement, mais l'entourage qui joue. Deuxième point maintenant, c'est les gens que tu rencontres. Il y a certains gens que Dieu envoie dans ta vie sont comme des anges. Monsieur s'est dit, tu ne peux... Celui qui va te dire qu'il s'est construit seulement, on va demander à plus de 20 000 hommes d'affaires qu'il peut avoir en Afrique. Tu vois. Tous vont dire qu'il y a eu un point de départ, il y a eu un déclic, il y a eu quelqu'un qui a arrêté la main. C'est la même chose que dans la rue. Dans la rue, ce qui se passe, c'est quoi? J'avais un grand frère. Actuellement, il est aux États-Unis. Donc, je lui passe un grand salam pour Amoun Christian. C'est mon grand frère. Et c'est un grand frère pour qui, je ne vais pas vous mentir, je dois beaucoup. Ce sont déjà des personnes pour qui, moi, j'avais de l'estime. Plus que de l'estime, je l'idolâtrais. C'était mon grand frère. Mais de toute façon, il vivait. Ça me plaisait. C'était comme si le gars, là, il a réussi tout. Pourtant, il était encore à la maison avec nous. Donc déjà, quand j'ai compris, un jour, il m'arrête, il me parle. J'avais à fuir la maison, il fait 2 ans de fugue. Quand il revient à la maison, un jour, il m'arrête, il me parle. Il dit, mon petit, pour le moment, papa et maman supportent encore ce que tu fais. Pour le moment, c'est encore facile. Tu pars, tu reviens. C'est beau, non? Tu vois, le jour que papa va te lâcher, maman va te lâcher, que prends ta liberté, ça va te dépasser. Il m'avait parlé. À l'instant, là, il me parlait, mais comme papa et maman étaient encore là, on ne m'avait pas encore lâché. Avec le gang, toi tu as réussi ta part, tu m'as mis dans quoi? Je prends encore la rue. C'est tant dans la rue qui me tend encore la main et dit mon petit, voilà, HD Filmwork. Ils ont besoin d'un cadre. C'est là où j'apprends le cadrage avec les sanctums, les puzzles dans la production musicale. Quand je suis dans ce lieu, à HD Filmwork, il y a eu quelque chose de particulier, c'est que l'environnement, je vais tout le dire, ce qui change quelqu'un, ce n'est pas les pensées ou tout ça, non.
La première des choses qui impacte l'être humain, c'est son environnement, parce que c'est que tes yeux voient, ce que tes yeux entendent, ça joue beaucoup sur toi. Même dans ta façon de percevoir, de penser, et même dans ta façon de visualiser les choses. Je vais un peu essayer de l'expliquer. Prenons un exemple, je le prends tout le temps. Deux jeunes. Un, il vit à... Je vais prendre Newbel. Il est à Makia ou peut-être derrière Montcalm. Et un autre jeune qui vit ici à Bonapriso, je vais prendre, il est dans un immeuble, un appartement là. Si on met ces deux jeunes dans la rue, dehors là, tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Votre première rencontre, la première des choses qui va te frapper lorsque tu vas voir les deux, même s'ils sont habillés de la même façon, ça serait le type de langage. Deuxièmement, même la gestuelle, le comportement. Tu vas voir les enfants qui naissent dans une situation financière légèrement plus stable que la moyenne ont cette particularité que eux, ils n'agissent pas comme celui qui a grandi à Newbel. Parce que son environnement n'a pas été le bruit, ça n'a pas été le désordre, ça n'a pas été les bagarres, tout ça. Son environnement a été posé, sain, il a été suivi, il était à l'école, même d'où il fréquente, tu constates le type de personne qui côtoie, joue énormément sur sa façon de réagir lorsque tu vas le voir. Pourtant, un gars qui a grandi à Newbel, tu n'as pas assez, bro. Que quoi? Mais tu vas voir, il y aura toujours les petites gestuelles, même quand il va te parler, moi il dit que tu vois, il y aura tout ça qui va impacter, même ta façon de le voir, tu vas commencer à dire que j'espère qu'il ne va pas mettre ta misère. Pourtant, même s'il n'est pas ça, parce que son environnement, l'homme devient ce qu'il voit, ce qu'il pense, tout ce dont tu es exposé, tout ce à quoi tu es exposé en fait, a un impact sur toi. C'est ça qui décide de la personne que tu deviens. Mais pour un gars de la rue comme moi là, je vais dire c'est Dieu. Parce que d'où j'étais et d'où je suis là, des fois quand je me réveille le matin, je dis c'est un rêve. Vous voyez. Donc mon environnement m'impacte quand je suis à HD Filmwork et je constate que les artistes, quand ils sont là, on dit le manager. Je constate que le manager, c'est un gars qui a fréquenté. Et que donc, on me dit que dans l'industrie musicale, il y a quelqu'un qui mange plus. Il y a le manager, il dit ah! Donc pour être riche dans l'affaire, il ne veut pas seulement rester derrière les caméras. Parce que moi, j'avais cette maladie, je veux l'argent. Je veux quelque chose. Il faut que quand je rentre à la maison là, on sache que c'est moi. Voilà l'enfant là. Tu vois du style, genre enfant prodige. Si tu as lu la Bible chez les chrétiens, il y a l'enfant prodige. Ouais. Il y a l'enfant prodige, celui qui part de la maison et prend tous ses biens. C'est exactement le même processus. C'est la même chose. Donc, je me suis beaucoup identifié au fait que j'aimerais plus. Je ne veux pas qu'on me voie seulement comme le dernier né, parce qu'en passant, je suis dernier né. Donc, ce qui fait que j'ai eu ce besoin d'acceptation qui était très élevé. Donc, à HD Filmwork, j'ai commencé à viser haut. J'ai commencé dans les rouages d'HD Filmwork, au feu Gabriel Nanji, paix à son âme. Ça fait... Déjà, c'est la première personne qui m'a impacté parce que Gabriel Nanji avait ceci de particulier, vous allez m'excuser, je fais pas un coup de com', tout le monde le connaît, c'est qu'il était vrai. Il était exactement tout ce qu'un enfant de la rue est. Est-ce que vous comprenez? Donc, il connaissait les rouages de tout le monde. Donc, Gabriel, c'était le genre de personne qui me dit ouvertement, mon petit, tu es bon dans le rap, parce que j'ai aussi rappé, tu es bon dans les vidéos, mais il y a un truc qui te manque. Tu n'as pas de papier. Il y a le grand frère Miss Mich, donc son nom c'est MM, bon, pour ceux qui le connaissent, c'est chez lui qui avait le studio donc, à son immeuble. Lui, il me dit, il est l'ami de mon grand frère qui est en Amérique, il me dit, jusqu'aujourd'hui c'est un grand frère à moi, il me dit, petit, même si tu veux faire quoi et que tu n'as pas les papiers là, tu vas voir, il y aura le rendement, il y aura l'argent, mais il y a un truc qui va te manquer, que les autres ont que tu n'auras pas. Et déjà, j'étais d'abord nul en français. Un, je ne lisais pas étant dans la rue, je n'avais pas le temps pour ça, il fallait qu'il mange. Deux, dans la rue, je n'avais même pas le temps de me reposer. J'étais tout dans les marches, les montées, descendre. Là-bas, ton esprit est en vadrouille. Tu ne peux rien canaliser. Pourtant, en famille, c'est autre chose. Exactement. C'est d'où je comprends que mieux ne dort plus dehors. Je suis à HDM Work, je suis tout dans la rue. Mais personne ne peut connaître parce que je ne dis pas. Je ne parle pas, je ne me confie pas, je n'ai pas le temps pour ça. Il me faut l'argent. Donc, je suis avec vous, je veux que vous me parlez que de l'argent. C'était comme ça que je fonctionnais avec eux.
Donc, ce qui faisait en sorte que connaître ma vie était un peu difficile. Mais les gens qui connaissaient mon grand frère et mon environnement me connaissaient. Donc, ils savaient quel type de personne j'étais. Donc, ce qui faisait, après ça, HD Filmwork, les grands frères me disaient, il te faut les papiers. Ramène-nous les papiers. Nous, on veut travailler avec toi parce que tu as du potentiel. Je commence avec les Giratigo Guevara, qui est un grand producteur maintenant, avec plusieurs autres producteurs. J'ai vu Adrénaline, Chaka, lors du tournage de LG Contador. J'ai vu beaucoup de gens, Mandjagaman, Boamsel, les Potélé, tout ça. J'étais à Seme Beach pour une première fois, c'était tout le tournage. Donc, ce qui faisait en sorte que l'environnement avait cet impact-là sur moi chaque fois. Quand j'étais à Mabanda, l'environnement a eu un impact sur moi qui était celui de sortir dans la rue. Quand on m'a ramené vers HD Filmwork, l'environnement a eu cet impact-là qui était celui de chercher les diplômes. Avoir un papier, avoir un document qui certifie que tu es tel, tu as fait tel. Et aussi qui certifie avoir fait une formation. Merci. C'était ça le plus grand souci quand j'étais là. Donc ça a commencé à me pousser. Sors de la rue, sors de la rue. Et sortir de la rue, c'était pas en un jour où je fumais. C'était pas en un jour qu'elle commençait à lâcher tout ça. Non, ça a pris un temps. C'était tout comme tu as brûlé le temps dehors là. Ça va aussi prendre le temps pour que tu reviennes à la normale. Et ce temps-là, ça m'en a vraiment coûté beaucoup, 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 beaucoup. Mais je vais vous dire ce qui fait sortir de la rue. C'est ton environnement. Et je pense qu'un jeune qui est exposé à un bon environnement, il ne va jamais penser à la rue. Peu importe ce qu'on va me dire, qu'il y a les voyous dans son quartier. S'il est exposé à un bon environnement, la rue ne va pas passer dans sa tête. Je vais prendre un exemple. Vous êtes exposé au type de vie où à midi on mange, le matin on mange, le soir on mange, et après il y a les études, il y a les cours de répétition. Donc il y a un canevas que vous suivez. Est-ce que tu penses que tu as ces idées? Tu veux le vélo, tu as le vélo. L'environnement. Maintenant, on a un souci financier. Voilà le problème majeur qui fait en sorte que la plupart se retrouvent dans la rue, c'est la pauvreté. Je ne vais pas vous mentir, quand tu es pauvre, tu n'es pas seulement pauvre financièrement, même mentalement, il y a un truc qui ne va pas. Parce que dans ta tête, ça serait comme merde. Regarde comment celui-là a l'argent. Tu oublies que celui-là, c'est sa vie. Son père a bataillé pour être d'où il est. C'est sa chance qu'il a eue. Est-ce que tu choisis d'où tu vas naître? Quand tu es enfant, tu ne connais pas. Étant enfant, il y a cette naïveté qui te fait croire que non, le fait que je vais partir dehors, ça va changer, je vais ramener l'argent, papa va me... Rien de tout ça ne va arriver parce que dehors, là, ce n'est pas toi qui fixes les règles. La rue a ses règles. La rue a la façon dont elle va te montrer les choses. Et dans la rue, il y a pas, c'est comme l'école de la vie. Il n'y a pas que non, on va t'expliquer. C'est quand tu tombes que tu apprends que, ok, donc on voit les trucs là bleus qui tournent comme ça, c'est la police. Est-ce que le premier jour tu connais ça? Tu étais chez vous. Quand tu arrives maintenant, tu constates que c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, dès lors que l'enfant est dans un environnement qui l'impacte positivement, je pense que dans sa tête, peu importe combien il peut être fou, s'il a un bon accompagnement, s'il a des parents qui le suivent réellement, parce que je vais vous le dire, la plupart des parents lâchent ça. Ils se disent que non, l'enfant il a 10 ans, il comprend, là il a 12 ans. Non, confier peut-être quelque chose à l'enfant, peut-être que va faire ça au marché, ne veut pas dire qu'il est grand. Hein. Là dehors, il y a les petits qui sortent avec 10 millions, les amadouilles, on prend. Hein. Ils sont avec 1 million, amadouilles, on prend. Est-ce qu'il n'était pas conscient? Il était conscient, non? Mais il n'a pas l'esprit, il ne peut pas encore se diriger lui-même. Et lorsque le parent... Moi, je ne dis pas sur les parents, je vais tout le dire. Je ne dis pas, je prends juste cet exemple parce que j'ai vu mes amis dehors. Et les amis avec qui j'étais, quand je rentrais chez eux, je comprenais. Parce qu'avec le temps, j'ai compris que ces amis n'étaient pas mauvais. Ce sont des génies, vous allez m'excuser de le dire. Ces gars dans la rue sont des génies. Des génies qui n'ont pas été cadrés. Parce que le génie, c'est quoi? C'est que le gars sait ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne comprend pas sa vision. Si on l'appelle, on lui dit, beau, tu veux quoi? Il va vous dire. Dès lors qu'il commence, dès qu'un enfant commence à avoir les signes de fugue, ou peut-être les signes de rentrer tard, ne tapez pas. Vous tapez, vous lui dites pas. Dès lors que tu vas commencer à le taper pour sa première fugue là, il sait que comme il sort, on va taper, non? Il est à supporter les premiers coups, non? Dans sa tête, c'est que vous avez que le taper chaque fois. Et s'il n'est pas exposé à un bon environnement, regardez, il y a certains enfants qu'on veut battre, c'est comme si peut-être pour lui là... Je ne refuse pas qu'on batte. La chicotte, ça fait partie de l'éducation. Ici en Afrique, d'après ce qu'on nous a montré. Parce que pour moi, c'est pas ça. Vous allez m'excuser, la chicotte, je ne l'aimais pas. Et chez nous, on connaissait, tu me dis, tu vas me taper, tu ne me vois plus. C'était...
Il n'y avait pas de négociation. On connaissait l'autre. Et mes grands frères peuvent témoigner. Ils vont voir l'émission, ils vont vous dire, chez moi, tu me tapes, pourquoi? Toi, tu es trop parfait. C'était ça mon type de réflexion. J'étais ce genre de gars émancipé avant l'âge. Et maintenant, si l'environnement n'est pas bon, si on ne regarde pas, parce que ma mère était hyper occupée, mon papa était hyper occupé. Mes grands frères partaient à l'école, n'importe qui cherchait de l'argent. Imagine-toi quand tu es dans ce genre de famille où il y a peu de moyens. Vous n'êtes pas à l'aise, vous ne mangez pas à la cité, comme je peux le dire. Selon toi, vous dites selon le jeune, selon l'enfant que j'étais, c'était ça dans ma tête, qu'il me faudrait que dehors là, je mange bien. Mais dès lors que tu arrives dehors, tu comprends qu'elle a ses règles. Il y a d'autres réalités. Il faudrait que je rentre à la maison. Mais comment tu vas faire pour rentrer à la maison? La condition avec ma mère était brute, hein? Parce que pour qu'il rentre à la maison, me repaye l'école. J'avais laissé l'école plus de 4 fois. 4 fois de suite. C'est pas qu'on n'a jamais payé. Mon père a payé toutes mes études. Donc, chaque année, même en 2000, combien, récent, même 21, il avait encore payé. Donc, pour vous dire que j'avais ça, l'éducation, là, j'avais. Mais il y avait l'argent. Il y avait ce problème financier qui me poussait tout le temps. Il faut que je cherche, il faut que je sois. À force de il faut que je cherche, il faut que je sois, je suis allé dans la rue, j'ai eu une expérience de la vie. J'ai compris que ceux qui étaient là-bas ne sont pas tous des sorciers, des mauvais, des tueurs et tout ce qu'on m'avait raconté. Et après ça, j'ai dit que non, il faut que je rentre. Parce que la rue, c'est bien, mais ça n'amène nulle part. La rue, ça te rend homme, d'après toi. Mais dis que tu as une finalité. Ta finalité, il y en a deux. Il y en a deux dans la rue, cette finalité. Et vous n'allez jamais les fuir parce que ce sont les seules choses qui... Oui, c'est l'évidence là-bas. Dans la rue, premièrement, soit tu vas mourir. La mort, la rue, ça tue. Et la mort n'est pas seulement... La plupart des gens qui voient la mort, ils se disent que non, c'est seulement quand l'âme sort, non. Tu commences à mourir lorsque tu perds la foi. Lorsque tu perds la foi en la personne que tu peux devenir. Et la plupart de ces jeunes que vous voyez dehors meurent avant l'âge. Donc, dès qu'ils perdent cette foi, que non, je peux rentrer à la maison, ça peut encore bien se passer pour moi, je peux retourner à l'école, je peux recommencer une activité, je peux suivre une formation. Quand ils perdent cette foi, la deuxième chose qui va suivre, c'est je dois faire mal. Comme je n'ai pas d'authenticité, de reconnaissance normale que j'attendais de la société, je vais donc être reconnu, mais sous un autre angle. Et ce gars, il s'assume. Tu as vu un gars qu'on a arrêté dans la rue, il dit que ouais, laissez-moi, ouais, pardon. Non. Faites l'expérience quand la population est en train de le taper dès qu'il va voir la police. C'est une joie, il sait que c'est la prison. Donc voilà les deuxièmes finalités. Je vais te poser une question, tu dis la rue ça tue, non? Oui, ça tue. Merci. Tu penses que quand la population va le prendre, tu connais la verdict populaire au Cameroun, et à notre époque, ce n'était pas le beurre chocolat, non, s'il te plaît. Quand j'étais à Bonabéry, Forêt-Bas, tu ne passais pas une semaine sans voir le cadavre de quelqu'un qu'on a brûlé, c'est bien cuit. C'est un être humain. Donc imagine pour un enfant qui grandit avec ces images dans sa tête. Le type d'individu que lorsqu'il va sortir, il sait dans sa tête que bon, j'ai vu, on a tué peut-être Bison l'autre jour, ou peut-être Virus. J'ai vu Virus, on l'avait brûlé totalement. Donc quand il va sortir, là, il faut que mon adversaire qui va rencontrer là, il ne lui donne pas l'occasion d'appeler la population pour qu'on vienne me faire le même truc qu'on a fait à Virus. Pour Bison. Est-ce que vous comprenez le genre de perception qui va amener quelqu'un à commettre le pire et se retrouver loin demain? Dès lors qu'il va comprendre que la rue, elle ne m'avait pas expliqué que pour manger, il faut que je vole. Et la rue ne m'avait pas expliqué que c'est parce que je vais voler qu'on va me brûler. Est-ce que tu comprends? Il va nous dire que, ok, pour que ça n'arrive pas, le cerveau humain a ceci de particulier, ça cherche des solutions rapides. Très rapides même. Le cerveau ne veut pas que tout se fasse avec le temps. Non. Le cerveau veut le là. Ça ne connaît pas patienter. Le cerveau n'est pas comme l'âme, ce n'est pas comme le subconscient. Non, ce n'est pas dans ça. Quelle est la solution qui est la plus rapide? Je tue une fois le type, soit qu'elle le fait, le blesse, je lui dis, se tait, s'il ne se tait pas. Tout ça, ça fait partie de leur mode de fonctionnement parce que la rue, c'est cette finalité. Tu iras en prison après avoir blessé quelqu'un. Tu iras en prison après avoir volé parce que tu es dans la rue. Et tu es dans la rue pourquoi? Tu avais besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, il y avait l'argent, il y avait tout ça, il fallait que tu te nourrisses. Et donc maintenant, tu es parti vers un innocent, une victime, quelqu'un qui ne
connaissais ni d'Adam ni d'Ève d'où tu étais. Quelqu'un qui n'est même pas au courant du rapport qui t'a amené dehors. Quelqu'un qui passe sa route, un humble citoyen qui avait ses choses à faire. Il encaisse d'un karma qui a été créé, par moi je vais te le dire, par le manque de suivi. Il encaisse quelque chose qui a été... C'est un bombe à retardement. Je dis, ces jeunes que vous voyez dehors, là, la Russie, il y a des bombes à retardement. Quand il dit des bombes qu'on a mis le minuteur, que si ça fait tchic, quand ça va vouloir faire boum, on va te dire que c'est un enfant de 15 ans qui a fait ça, tu vas dire non. Ou un enfant de 16 ans. Parce qu'il n'a pas conscience que si je pique à ce niveau, ou peut-être si je mets le poignard ici, dans sa tête, c'est que la reproduction qu'il voyait dans les films là, quand il va venir pour te faire, pour que tu ne parles plus, pour que tu n'appelles pas la population, pour qu'on le brûle, ça serait de bien te faire. Et bien te faire là, généralement, va te coûter la vie. Parce que lui n'a pas conscience de ça. Pour lui, quand il va rester, il va dire j'ai poignardé, j'étais au retour, j'ai choqué. On a cassé les bouteilles. Pour lui, il s'identifie à ça. Il a besoin de reconnaissance. Même si c'est mauvais, il s'en fout. C'est cette reconnaissance-là qui fait de lui that person where he want to be. You understand? C'est un peu comme ça qu'ils voient ça. Et c'est une erreur grave. Une erreur grave, pourquoi? Parce que quand ces personnes-là commettent ces forfaits, parfois, ils se retrouvent derrière les barreaux. Ici à Douala, nous avons la prison centrale de Niamey. C'est la finalité. Et quand ils y arrivent là-bas, la première des choses, c'est de marcher avec les grands, parce que pour eux, ils sont grands. Bon, moi, je n'ai pas fait la prison, mais j'y étais. Je suis parti en visite à plus d'eux. Parce qu'on dit dans la rue, il n'y a pas une famille qui dépasse celle de la rue, vous voyez. Quelqu'un que tu as grandi, vous avez dormi dans les mêmes tentes, même si tu apprends qu'il a fait quoi, il te dit, je ne juge pas ce que tu fais. Je prends juste ce qui est important pour moi. C'est comme ça, moi, j'ai toujours cherché mon bénéfice. Mais quand tu pars en prison et que tu vois ton ami avec qui tu dormais sur la même tente, peut-être pour un forfait qu'il a arraché un téléphone ou un truc de ce genre, quand tu vas le voir en prison, tu vas voir le type de personne qu'il est devenu, tu comprendras que la prison n'est pas un bon lieu. Parce que, quand tu arrives, tu constates que même si ton ami ne fumait pas quand il était dans la rue, peut-être il faisait vraiment les trucs de voyou, il dormait sur les tentes, tout ça, nous, la plupart, c'est ce qu'on faisait. Dès lors qu'il va entrer dans la prison, même s'il ne fait qu'une semaine, le monsieur qui ressort là, ce n'est plus ton ami. Le monsieur qui ressort là a reçu une autre éducation parce que la prison a ses esprits. Fornication, viol, sodomie, all that péché que vous connaissez, tous ces péchés. Ils sont mélangés là-bas. Tout ça s'y retrouve. Ce sont des esprits qui sont... Parce que la société les retire parce qu'ils ont des esprits autres que ceux des citoyens. Ce sont des gars dérangés. Quand il veut dire dérangé, ça veut dire quoi? Je ne vais pas dire fou. Mais je veux dire, ils sont animés par un esprit autre que celui d'un citoyen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. C'est un besoin, tout ça n'est qu'un besoin de reconnaissance. Hein. Le plaisir qui tire à se faire reconnaître d'une telle façon, en tant que bandit, en tant que boy, c'est une identité. C'est un choix. Hein. C'est un choix. Ce n'est pas quelqu'un qui te met l'arme sur la tête que fait. Non. C'est un choix. Donc, il part en prison, il entre là-bas. Oh, grand. Moi, je suis entré ici par t'amuser le téléphone à l'avenue Kennedy. Oh, c'est pour ça que je suis. Ok, mon petit, dors tranquille. On va bien t'apprendre le travail. Il était entré avant. Il arrachait ses mains et fuyait. Maintenant, quand il va ressortir de là, on va lui montrer d'abord, en prison, on va lui montrer où on achète les couteaux. On va lui montrer qu'il faut voir pour faire telle chose. On va lui montrer que même s'il faut dealer, même s'il faut devenir quoi, dans la prison, on va l'enseigner. Il va recevoir une formation tellement élevée, surélevée pour son âge d'abord. Et premièrement, il ne va pas mesurer les risques parce qu'il se dit que comme j'ai ces grands frères en prison, même si je fais là-bas, je reviens ici et ça va être tranquille. Est-ce que vous voyez un peu le type de vision que quelqu'un a? Donc, il va prendre donc la prison, comme en prison, il a eu cette acceptation qu'il recherchait. Ce besoin d'identité a été assouvi en prison. Les grands ont vu en lui un futur génie du mal. On a dit non, mon petit vrai, tu vas évoluer. Non, toi, laisse, nous on va t'apprendre. C'est comme ça que tu vas voir maintenant, quand tu passes peut-être à Santa Barbara, briqueterie, manguier, tu vois un petit frère sort de nulle part. Quand il veut lui parler, chou, il prend une part. Dans ta tête, tu restes d'abord, tu dis, mais c'est mon petit frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es couché à l'hôpital, hein? Mais je n'ai pas compris. Tu es dépassé parce qu'il a reçu une formation qui n'était ni à son niveau, ni à son âge. Et demain, on les voit partout là. On dit qu'on a arrêté tel parce qu'il avait poignardé quelqu'un, il est mort. Et autant de choses. Et ça fait les services de renseignement camerounais, la police, la gendarmerie, tous ces gens du travail à faire énormément. Juste à cause du fait qu'il y a des parents
qui ne veulent pas assumer totalement. Je n'ai pas dit qu'il y a des mauvais parents, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Un enfant, c'est comme une entreprise. Un enfant, c'est comme une société que tu dois construire. Tu prends du bas, tu montes avec, jusqu'à ce que la société soit instaurée et établie. Là, maintenant, tu donnes la dirigeance au directeur, tu fous le camp. Tu es un PDG, tu as un produit, tu fous le camp. Donc, le directeur devient l'enfant lui-même. Il a grandi, il est devenu quelqu'un, il comprend que merde. Donc, d'où est celui là maintenant, si je fais ça, ça va amener ça, amener ça, amener ça. C'est ce que les parents ne disent pas, parce qu'il y a les sujets tabous. Non, ma fille ne doit pas connaître ce que les hommes font. Tu peux empêcher l'enfant de connaître quelque chose au Cameroun. Erreur. Dis-lui, parle avec lui, dis que bon, mon petit, tu as vu, viens, on part, on se balade. Tu montes, tu dis que voilà la prison de New-Belle. Tu as vu le gars qu'on a arrêté l'autre jour au quartier. Oui, c'est parce qu'il avait fait comme ça. Et quand tu pars là-bas, tu ne sors plus. L'enfant va associer cela à une douleur. Douleur de séparation de papa. Je ne vais plus voir papa pour qu'il m'amène encore voir les lieux comme ça, pour qu'il me parle encore comme ça. L'enfant va s'abstenir de poser certaines actions. L'enfant va commencer à dire que si papa me montre, c'est parce que papa connaît. La plupart du temps, ce que l'enfant fait, c'est qu'il veut prouver au père qu'il connaît ou à la mère. Donc je suis grand, non, la liberté c'est ça, non, je connais déjà aussi. C'est juste ça. Ce n'est rien, c'est ça qui divise, détourne, jette beaucoup d'enfants dans la mer. Et toujours en parlant de la rue, quelles ont été les difficultés que vous avez eu à rencontrer durant cette phase de transformation, si je peux dire ainsi? La rue, ça ne pardonne pas. La rue, comme je vais tout le dire, ça c'est principe. La rue, ça ne te demande pas ton avis. Est-ce que tu vois? Parlant des difficultés, tous les jours dans ta vie est une difficulté quand tu es dans la rue. Je dis tous les jours, de 6 heures, de 6 heures comme tu ouvres l'œil comme ça là, jusqu'à l'heure que tu vas dormir, c'est une difficulté. Je vais seulement citer quelqu'un. Il faut manger. Il n'y a pas papa là-bas. Il n'y a pas grand frère. Il faut d'abord que tu réfléchisses sur qui tu dois prendre, chez qui tu dois trouver à manger. Tu es un enfant, maintenant à 15 ans. Tu vas faire quoi? Tu vas dire à quelqu'un que prête-moi. Il va te prêter sur la base de quoi? Tu travailles quoi? Déjà. Deuxièmement, il faut que tu cherches. Tu as Douala, tu entres dans les rigoles, les ferrailles. Moi, j'ai ferraillé sur Douala. J'ai fait le porter à Sandaga, à Mabanda, partout là. J'ai vendu la citronnelle, j'ai vendu la tisane. Gars, j'étais un chasseur d'argent. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas tout le monde qui a la même optique. Il y a un gars, quand lui va constater que bon, moi, je ne connais pas vendre, maman ne m'a pas monté ça. Je ne connais pas moi souffrir, chez moi manger bien. Donc, je n'ai pas besoin de faire l'autre là. Il va regarder un peu une boutique ou peut-être un truc qui est ouvert, il va dire bon, je vais m'asseoir ici, là on va attendre voir. Il peut faire jusqu'à 6 heures de temps sur place. Il tourne, il fait comme s'il montait, il revient ainsi de suite. Il est en train de cibler. Il a faim. Mais il n'avait pas assez d'informations qu'il allait dans la rue, que la famine devait intervenir. Donc il y a la famine. Deuxièmement, il y a les maladies. Quand tu tombes malade dans la rue là, faut être chanceux. Faut être chanceux, réellement. Parce qu'on dit souvent, oh non, quand tu vois le fou là, il tombe, c'est faux. Il reste dans la saleté, c'est pour ça qu'il est. C'est faux. Donc, essaye. Dors sur les moustiques, non. Fais ça un mois. On voit si tu ne vas pas tomber malade. Son corps est quoi? Il a le même sang. Laissez-nous les conneries. Et après, on dit que non, lui, il ne peut pas tomber. Quand le palu te prenait dans la rue, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, tu es sur les cartons. Mon ami, tu grelottes là-bas jusqu'à ta parvient. Jusqu'à ce qu'un bon passant, pas à Douala, non. Il y a les bons samaritains, il faut qu'ils disent la vérité, Dieu est grand. Parce que s'il n'y avait pas de bons samaritains, s'il n'y avait pas les gens que Dieu a créés comme ça, les gens qui ont le bon cœur, les gens qui savent voir du bien en quelqu'un, c'est que vous allez voir la rue, ce sera Georges, la rue de Akwa, avenue Kennedy, Mokolo, tous ces endroits-là seront Georges, des jeunes morts. Parce que la rue, ça tue, je fais que le dire. La rue... Deuxièmement, il y a les risques d'entrer dans les gangs. Vous parlez des risques, les gangs. Un gang, il veut prendre un peu de armes, on dit les microbes maintenant. Les microbes, c'est quoi? Les microbes sont les gars de la rue qui sont réunis là, ils se font mis d'accord que bon, nous on va terroriser à tel moment, à tel endroit, ainsi de suite. Ce sont ces gens. Ce sont ces enfants de la rue là qui sont des bombes à retardement, comme je le disais, parce qu'ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas de directive. Et ils ont déjà dit qu'on va s'identifier au mal. Et en s'identifiant au mal, tu vas intégrer un gang. Et quand tu t'intègres dans un gang là, crime en bande organisée devant la gendarmerie, ceux qui connaissent ça, c'est d'abord un an, 6 mois qui passent d'abord propre. Avant que ton procès, vous descendez sur tout
tous sur mandat de dépôt. Il n'y a pas à la gendarmerie là-bas, mandat de dépôt, tout le monde. Avant qu'on commence à interroger qui est ton père, qui est ta mère, pour ceux qui vont dire la vérité. Vous voyez, moi, j'étais souvent dans ces situations, on ne connaissait pas la maison. Dans les situations où peut-être on vous a raflé à 3 heures. Tu vas appeler qui? Le père, la mère. Tu es quoi? Tu es où? Il t'a envoyé quelque part. Est-ce que tu vois? Tu faisais quoi là-bas? Donc, ce qui fait en sorte que c'est sur le terrain maintenant, comme je te disais, ça impose la manœuvre. Il y a les risques d'emprisonnement, il y a les risques de mort, il y a tout type de risques. Et il y a même ce qu'on violait. Tu vois un ami, vous avez dormi bien. Avenue Kennedy, tu te réveilles le matin, tu ne le vois pas. Après, tu vois ton ami revient avec le pantalon, jean, il y a le sang sur ça partout. Tu dis que, mais là, il y a quoi? Il dit que ouais, un tonton et un gars était venu ici, que pas m'accompagner, tout ça, il est revenu là. L'affaire s'est passée. C'est la réalité, c'est ça la rue. Parce que les gens oublient la partie où tu risques ta vie. Par la rue, c'est ça tous les jours. Il n'y a pas une journée où quelqu'un va te dire que non, je suis dans la rue, la journée s'est passée tranquille, c'est faux. Parce que dans la rue, on ne vit pas en suivi. Je ne vais même pas dire survivre est petit. Dans la rue, survivre n'est même pas un mot adéquat employé. Parce que là-bas, c'est le combat jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu quittes là. Tu es en pleine guerre. Il y a les grands frères qui veulent te nuire parce qu'ils veulent que tu rentres chez toi. En même temps, il y a les grands frères qui sont là, ils veulent te mettre dans les faux trucs. Donc, il y a tout genre que tu vas trouver. Il y a les gars qui vont vouloir te vendre, même dans le là, le con, tout ça, qu'il y a chez les bambins. Il y en a, ils sont comme ça. Donc, quand tu es là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas de protection, il n'y a pas maman. Tu es seul, tu es livré à toi, tu es responsable, non? D'accord. Monsieur Mohamed, aujourd'hui vous êtes un homme d'affaires. Comment est née l'idée des affaires dans votre tête? Okay. Moi, déjà pour commencer, je considère les affaires comme le commerce. Pour moi, être un homme d'affaires, c'est savoir vendre, premièrement. Tu ne peux pas dire tu fais les affaires, tu ne sais pas vendre. Et moi, le commerce, c'est depuis le bas âge. J'ai commencé banane, bois, fruits, arachides, tout droit là, j'ai fait ça. Yaoundé, partout. Donc, je prenais, dans ma tête étant dans la rue, je l'ai dit au début de l'émission, c'était je veux l'argent pour rentrer à la maison, montrer que Nami, je suis le dernier, mais j'ai fait. Je suis le dernier, mais j'ai fait. C'était ça dans ma tête. Mais alors, aujourd'hui, quand je me vois où je suis et là où je suis quitté, je vais dire je suis au même endroit, juste que ça a changé de statut. J'explique. À 6 ans, je faisais le commerce. À 6 ans? Oui, tout petit. Tout petit. Ça ne pardonne pas chez nous. Je faisais déjà le commerce. Donc, j'étais en route. Il y avait la banane ou soit les ignames. Ma mère faisait les champs beaucoup, énormément à Fumban. Donc, je portais les ignames, je vendais un peu de partout. Mais aujourd'hui, je vends les véhicules. Chez ma autotransit, ma structure, je vends les véhicules. Est-ce que ce n'est pas le commerce que je fais? C'est le commerce. Donc, je suis au même endroit où j'ai été autrefois. Donc, tout mon parcours, et la rue, et tout, j'ai suivi une seule route, qui était le commerce. Aujourd'hui, c'est la vente des véhicules. Et la vente des véhicules, c'est juste un parmi tant d'autres. Parce que je fais aussi dans l'immobilier, je fais dans l'agroalimentaire. Donc, je fais dans tout business capable de rémunérer sur place, là. Je ne veux pas les trucs demain. Il y a un contrat de vente à signer. C'est là qu'on signe, on décharge l'argent, là. Il n'y a pas que investir ici, non. Je n'ai pas encore les nerfs là. Je tabasse mon argent, j'investis sur ce que je connais. Je ne peux pas investir sur ce que tu vas venir d'ailleurs. Parce que déjà, la plupart des gens font cette erreur, c'est celui de vouloir trop investir, même quand on n'y connaît rien. Et c'est une bêtise pas possible. Lorsque vous décidez de faire dans quelque chose, parce qu'au début je m'embrouillais, j'ai fait le cinéma, j'ai fait tous ces trucs, et après j'ai constaté que tous ces détails-là, c'était pas moi. J'ai cherché ma voie, j'ai dit je vais faire quoi. J'ai compris que le commerce, c'est la seule chose qui ne manque pas. Là, le client a l'argent, oui. Tu as cette offre, oui. Tu crées, comme je vous disais l'autre jour, tu crées l'envie, après le besoin, et tu assouvis le besoin, c'est tout. C'est ça les affaires. C'est dans ça que je suis. Je suis un homme d'affaires. Certes, je ne suis pas accompli, je ne suis pas l'un des meilleurs. Mais je sais une chose, on ne simplifie pas un homme d'affaires. Parce que le moment de Dieu, tout le monde voit que c'est son moment. Alors, aujourd'hui, quel regard posez-vous sur votre vie?
Et je voudrais aussi savoir quel est le regard que vous portez sur ces personnes-là qui vivent encore dans la rue, vu que vous avez été dans la rue. Ok. Sur ma propre vie actuellement, je ne vais pas vous mentir, ma vie, elle me plaît à un point où deux fois je me pose la question quand je me réveille le matin, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui suis dans ce costume? Est-ce que c'est moi qui suis aussi élégant? Elle est très différente de celle quand vous étiez dans la rue, parce qu'aujourd'hui vous êtes... Je me pose même la question, c'est moi qui parle le bon français, le français là que je parle là, est-ce que c'est pour moi même? Parce que quand tu changes, tu sais. Ce n'est pas que le changement te surprend, c'est faux. Quand tu changes, tu reconnais que je suis en train de changer. De là où j'étais, je dormais sur les cartons, je mangeais d'où je pouvais. Si j'ai fait petit truc, j'ai de l'argent, je travaille dans les boulangeries, toutes ces choses que j'ai mentionnées. J'ai été taulier ici en commande de dépôt de planches. Donc, avec toutes ces activités que j'ai eu à faire là, quand je vois ma vie aujourd'hui, je comprends que c'était juste une formation. Et quittant de la rue jusqu'à l'âge où je suis aujourd'hui et le parcours que j'ai eu, je comprends que l'univers, Dieu, le destin, Allah, tout ce que vous voulez, il me mettait sur une route. Il était en train de me dire, voilà ton chemin à toi. C'est pour ça que je dis, quand vous voyez quelqu'un traverser une situation ou dans une situation, ne commencez pas à juger. Ne jugez jamais quelque chose avant sa fin. Parce qu'à la fin, aujourd'hui, je ne vais pas dire c'est la fin, mais au niveau où je suis là, il peut taper ma poitrine, les gars. Tu ne payes pas. Je ne sais pas quel argent, mais tu ne payes pas. Maintenant, on revient sur le regard que j'ai sur mes frères de la rue. C'est de la compassion. Ce n'est pas la compassion, la pitié, non. C'est parce que j'aimerais qu'on les aide. Sinon, je ne devrais jamais me présenter ici. Je n'ai pas besoin de raconter ce que j'ai fait dehors. Je n'ai pas besoin de dire partout où j'ai marché. Mais c'est parce que la vision que j'ai de ces gens dehors, à l'extérieur, et tous ceux qui traversent ces situations difficiles, ce sont des situations que si vous ne traversez pas, vous n'allez pas comprendre. Vous allez juste juger derrière votre écran. Vous allez dire non, l'enfant là a perdu sa vie, il est. Mais ces gens, ce sont des génies. Et des génies que lorsqu'ils ne sont pas recadrés, se transforment en autre chose. Vous voyez? Et moi, je vois, il y a beaucoup de génies. Le Cameroun perd des génies tout le temps. Chaque fois qu'un enfant rentre dans la rue, c'est un génie de perdu. On a des astronautes, on a des mathématiciens, on a des journalistes, on a tout ça, ils sont dans la rue. Et demain, on dira, il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de ça. Mais parmi ces gens que vous voyez dans la rue, il y a les créateurs, il y a les innovateurs, il y a les directeurs d'entreprise, il y a les hommes d'affaires comme moi. Il y en a autant. Il y a des comédiens, il y a des chanteurs, il y a des artistes. Il y en avait autant. Quand on se réunissait, on avait tout dans les groupes. On avait les danseurs, on avait les chanteurs, les filles qui avaient de belles voix. Amanda, je ne vais jamais oublier, elle chantait comme une reine. Mais aujourd'hui, elle est devenue toxico, elle fume à la chamale. Tu ne peux pas fumer avec elle. Parce qu'on n'a pas recadré tous ces talents. Dans la rue, j'ai cette compassion pour mes frères de la rue. Il y a Blaiseau aujourd'hui, un temps ça a voulu relever. Blaiseau, c'est quelqu'un que je ne vais pas vous mentir. Blaiseau, il avait du talent. Il a un talent inné qui est celui de captiver. Il n'avait pas besoin que vous soyez 1000 pour parler. Blaiseau seul parlait, vous tous à l'avenue Kennedy, vous mettez d'accord. Parce que sa voix portait, il avait ça en lui. Regardez, quelqu'un fait juste un cri. Tout le monde est derrière. Il a dit quoi de spécial? C'est parce que c'était son talent. Mais comme c'est la rue, le talent est en train de mourir à cause de l'impact que la rue a eu dans sa vie. C'était quelqu'un de bien. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes-là qui vivent encore dans la rue? Parce qu'il y en a plusieurs. Déjà, on ne conseille pas quelqu'un dans la rue. C'est la première des choses que je vais vous dire. Tu ne peux pas le conseiller parce que lui-même, il se conseille, il sait ce qu'il veut. Il n'est pas fou là-bas. Il ne t'a pas dit que ce sont les fous. Il t'a dit que ce sont des génies. Ils savent bien. Ils connaissent où ils vivent tous. Personne ne peut te dire parmi eux là qui ne connaît pas qui ils sont. Ils voient ses frères passer. Ils voient sa famille. Est-ce que tu comprends? Mais ce que je veux les faire comprendre, c'est les gars. C'est votre bro qui parle. Il va parler en boko. Parce que là, il va venir au ton familier. Je suis jeune comme vous. Et comme notre journaliste là assis. Il n'y a pas de magie à se laisser guider. Il n'y a pas de magie à accepter les règles. On a dit
eux, ils vont vouloir t'imposer leur vision pour ce qu'ils n'ont pas pu être. C'est ça l'une des raisons que la plupart utilisent. Mais leur vision, généralement, c'est juste pour te construire. Pour que lorsque tu seras quelqu'un, pour que lorsque tu deviens ce qu'eux, ils ont vu en toi, on te lâche maintenant et tu choisis ta route. Si maintenant tu veux, même après ça, après le fait qu'on t'ait donné une bonne éducation, après le fait qu'on t'ait rendu meilleur que ce que tu es en étant dans la rue, si tu veux même devenir astronaute, fais ce que tu veux de ta vie. Tu veux même n'accouche pas, ne fais plus rien. C'est ton problème. Mais il faut suivre l'exemple qui peut t'amener quelque part. Moi, je n'ai pas suivi d'exemple, c'est la grâce de Dieu. Je n'en avais pas assez, mais j'en avais partout autour de moi. Vous voyez, j'ai juste décidé d'être qui je suis. Vous voyez. Maintenant, c'est un choix. Ni ce que je vais vous dire, ni ce que je vais parler, raconter là des heures ne va changer. Faites le choix de revenir à vous-même parce que vous mentez chaque jour. Chaque jour qui passe, c'est le temps qui passe, c'est l'âge, la force finie, les compétences, le talent que vous avez maintenant, comme vous êtes jeune, le talent que vous avez actuellement, ce que vous savez le mieux faire, c'est ce qui peut changer votre vie. Ce n'est pas en 1 jour 7, ce n'est pas en 2, 3 jours. Vous allez accepter le temps, il y a un temps pour chaque chose. Acceptez de vous faire former, acceptez de vous faire créer, en fait, parce que vous deviez être créé. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Acceptez-le. C'est une aide qu'on vous fait. Ce n'est pas qu'on vous déteste. Les parents sont là pour ça. Sinon, ils ne vous auront même pas mis au monde. Donc là, déjà, c'est mon message pour eux. Je ne l'ai pas directement. Je n'ai pas voulu prendre le beaucoup. Parce que les gars, tout ça, après ça, ça va nous jam, ça va nous laisser. On va vieillir, man. On va dire quoi, nous, quand on était les têtes dures, on était les boys, on t'amusait à l'avenue Kennedy, on t'amusait Mokolo, marché central. Ça va nous servir à rien dans 20 ans. Il y en a plusieurs comme nous qui sont passés par là. Aujourd'hui, on les voit, on les look partout au Quata. À part être les têtes dures dans le deal, ils ne sont rien. Parce qu'ils ont foutu l'avenir en l'air en voulant trop faire. Alors, vu que vous avez eu une expérience qui touche la plus grande partie de ces jeunes Camerounais qui fuguent, quel est le conseil que vous pouvez donner aux parents pour qu'ils recadrent ces jeunes-là, pour qu'ils changent de mentalité et ne se retrouvent pas dans la rue aujourd'hui? Okay. Moi, je ne conseille pas. Parce que moi, je n'ai pas reçu de conseil. Déjà, je vais le dire vrai. Personne ne m'a dit, on m'a juste dit ce qu'il y avait à faire. On ne m'a pas conseillé ce que je devais faire. Vous voyez? Vos enfants sont une responsabilité. Vos enfants sont votre entreprise, votre structure. Et lorsqu'une entreprise ne marche pas, et lorsqu'une affaire ne donne pas, on ne viendra jamais parler à l'affaire. On ne viendra jamais dire à la structure, à l'entreprise que oh, l'entreprise, tu ne marches pas. Non. Mais on dira du PDG, du créateur de cette entreprise qu'il était incompétent, qu'il n'était pas à la hauteur de la structure qu'il a mis sur pied. Certes, il a mis cette structure sur pied, mais il n'était pas à la hauteur pour la gérance. Et dès lors que vous auriez chaque fois un feedback, que vous avez un enfant qu'on est en train de brûler quelque part, que vous avez un enfant qui est en train de mourir de famine quelque part, que vous avez un enfant peut-être qu'on est en train de vouloir amener dans ça, que vous avez un enfant assis à Newbel, que vous avez un enfant à l'hôpital, que vous avez un enfant quelque part et que vous ne connaissez même pas ce qu'il est en train de vivre. Là, vous comprendrez mieux. Quand ces gens, on vous appellera à une gendarmerie, on demandera, il a quel âge? Vous allez donner l'âge. C'est vous, les premiers fautifs. Le gendarme va tout dire, il va condamner ton enfant. Mais c'est d'abord toi qui vas indexer, toi le parent. Donc, chers parents, il y a beaucoup de choses à venir dans mes structures, mes différentes entreprises que je suis en train de vouloir mettre sur pied pour recadrer et mes amis de la rue, pour essayer de coacher, parce que je veux aussi donner des cours et des coachings et en développement personnel pour des parents qui aimeraient mieux comprendre comment est-ce qu'un enfant il voit les choses quand il est dans la rue. Parce que la plupart ont ces problèmes dehors. Ils ont des enfants dans la rue. Mais le fait qu'on ne sait pas vers qui se tourner pour amener un enfant à la maison, c'est un danger. Parce que la police, met la vie de recherche, la police ne va pas fouiller un enfant quand l'enfant voit la police, il fuit. S'il voit la police, il fuit, tu vas faire comment? S'il voit la gendarmerie, fuit, tu vas faire comment? Tu ne pourras pas le recadrer. Mais s'il écoute ta voix, toi le parent, s'il voit que non, papa, maman veut me réintégrer, maman a compris qui je suis, maman a compris pourquoi est-ce que je suis parti. Dès lors que l'enfant va voir cette sécurité qu'il recherche, ce besoin d'appartenance, cette affirmation qu'on va lui donner, dire non, tu es grand, on peut maintenant te faire confiance, on ne va plus te dire certains trucs, on va te conseiller, on va te considérer comme la grande personne que tu es. Vous allez voir, ça va changer.
Ces enfants, c'est au fur et à mesure qu'on les récupère. Vous n'allez pas les prendre en un jour, Paris ne sait pas faire en une nuit. Voilà. Donc, chers parents, moi, c'est Pouamoun Mohamed Moubarak, plus connu sur Mao Million. Je suis un milliardaire autodidacte en cours. Et je peux vous rassurer d'une seule chose, c'est que vos enfants dans la rue ne sont pas totalement perdus. Il y a encore une chance. Vous pouvez nous contacter. On va laisser le numéro et tout le reste. Vous pouvez nous contacter au cas où vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de conseils, vous voulez réellement avoir encore un contrôle sur la vie de ceux qui sont à l'extérieur. Parce que les retrouver n'est rien. Pour retrouver tous ces gars de la rue là, ce n'est rien. On peut vous dire où les trouver, quand les trouver, comment faire, tout ça est possible. Et aussi, faites confiance à ce que vous avez mis sur terre. Faites confiance à vos enfants. Donnez-leur le droit de vous aimer. Parce que généralement, ils se disent qu'ils n'ont pas ce droit. Donnez-leur le droit à l'amour là. Vous allez voir, tout va se faire le plus facilement possible. Et maintenant, pour ceux qui sont encore dans vos maisons et qui vont me regarder peut-être avec vous en famille, ce que je vais dire, c'est mes jeunes frères, mes petits frères, la rue est bien. Quand vous la chantez, c'est rien, c'est la rue. C'est facile, c'est joli, mais elle a aussi ses réalités. Vous allez dire non, le grand là parle pour lui. Oh, il a vu, c'est pour ça qu'il veut. Mais c'est pas ça. C'est parce que je connais, parce que je suis revenu dans le droit chemin. J'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Donc, je ne suis pas seulement l'exemple, mais je suis aussi l'expérience que vous avez et que vous pensez vouloir avoir encore dans la rue. C'est une grosse bêtise. Écoutez les parents, ça ne coûte rien. Il y a un temps. La liberté, là, regardez-moi, j'ai le temps jusqu'à... Regardez, je suis jeune comme vous. J'ai tout mon temps. Je ne sais même plus quoi faire avec. Respectez juste les institutions, les instructions à la maison. Faites l'effort d'avoir un diplôme. Un diplôme qui vous donnera de la valeur, que ce soit une formation, que ce soit quoi. Mes petits, cherchez d'abord le savoir. Sans savoir, on ne peut rien faire. Sans connaissance, par exemple, moi, je vais dire autodidacte parce que je sais apprendre. J'ai appris à lire, je suis rentré à l'école. Je suis devenu quelqu'un, j'ai pris le temps. J'ai eu des bonnes relations avec les gens. Donc, soyez au maximum compréhensif à la maison. Ces parents ne vous détestent pas. Jamais, sinon ils ne vous auront jamais mis au monde. Ils auront pu bien manger leur argent, boire leur bière, on retirer, on jeter en bourse. Il y en a plusieurs que vous voyez, on jette à la poubelle. Mais s'ils acceptent que vous soyez sur un toit, s'ils acceptent que vous mangez, s'ils acceptent que vous allez à l'école, c'est parce qu'ils ont une vision de la personne qu'ils veulent que vous deveniez. Certes, on accouche le cœur, on accouche l'enfant par le cœur. Mais je pense que vous qui m'écoutez, vous les jeunes, parce que je ne parle pas aux vieux, vous les jeunes qui m'écoutez, vous savez que j'ai raison. Au fond de vous, vous connaissez pourquoi vous voulez partir dans la rue. C'est juste un besoin d'acceptation. Vos parents vont vous comprendre. Ils peuvent vous comprendre. Apprenez à vous confier. Parlez avec eux. Dites-leur ce qui ne va pas. Ne soyez pas cachés ni sous-noirs. Parce qu'avec le temps, vous allez revenir au même endroit où je suis assis là, à Carrefour TV. Vous allez refaire la même émission. Vous allez encore dire aux gens les mêmes choses que je suis en train de dire. C'est tout ce que je peux dire aux jeunes. Alors, merci Monsieur Mohamed pour cet échange. J'espère que ce dont on a parlé ce soir a été bien entendu par les jeunes et aussi les parents. Je remercie comme ça l'ambassade Goumen qui nous a reçus dans son magnifique restaurant et je remercie également le PDG de cette entreprise qui est d'ailleurs un chef étoilé et également l'équipe qui a été mise en place pour la réalisation de ce programme. À la réalisation de ce programme, c'était M. Marius Tokam. On s'est dit comme ça à la semaine prochaine pour une autre émission. Restez scotchés à votre écran pour la suite de nos programmes sur Carrefour Télévision.